Bonjour à tous. Bonjour à tous, à ceux qui sont là et ceux qui sont à distance. Je vais éteindre le vidéo proche dans 2 minutes, mais je voulais juste faire une petite introduction. Alors, donc pour ceux qui connaissent pas ce lieu, enfin ce lieu au sens dans plusieurs sens. Donc on est sur l'Adamant, donc hôpital de jour lié aux hôpitaux de Saint-Maurice. Sur lequel depuis l'année dernière ont lieu les séminaires d'architecture ECAIR. Donc c'est la branche architecturale spatiale des recherches de la chaire de philosophie à l'hôpital, qui est une structure de recherche et d'enseignement qui existe depuis plusieurs années, qui était localisée initialement à Sainte-Anne, fondée par Cynthia Fleury, qu'aujourd'hui a il y a toute une diversité de séminaires sur la question de la nature, sur la question de la santé mentale, sur la question de l'architecture. Et donc les séminaires d'architecture ont lieu ici, pour plein de raisons qui sont assez évidentes, en fait, puisque c'est un lieu qui, à plein d'égards, illustre bien ce que peut être la relation entre architecture et soin. Aujourd'hui, donc, nous recevons Jean-Philippe Pierron, donc, qui est philosophe, qui est titulaire d'une chaire qui s'appelle Valeurs du soin à l'Université de Bourgogne, qui a écrit beaucoup de livres sur le sujet du soin depuis plusieurs années. C'est l'une des voix importantes sur ces sujets-là. Philosophie du soin 2021, j'en ai quelques-uns. Vulnérabilité pour une philosophie du soin en 2010 au PUF. Et puis un dernier livre, je crois que c'est le dernier, qui avec un petit virage un petit peu, il m'a semblé, dans la très belle collection Monde Sauvage chez Actes Sud, un livre qui s'appelle Je est un nous, qui parle de l'interdépendance entre l'espèce humaine et les autres formes de vivants. Voilà, et puis déjà quelques immersions dans vos recherches précédentes sur les rapports entre soins et architecture, espace, art. Il y a déjà pas mal de choses que vous avez travaillées. Je fais juste un petit rappel, surtout pour ceux qui sont en visio. Pour les séances prochaines, puisqu'il y a eu pas mal de mouvements dû à une séance qui a bougé à cause d'une manifestation qui était prévue le même jour, du coup tout a été un peu chamboulé. Il va y avoir une petite accélération de rythme avec dans 2 semaines Colline Periano qui est ici présente, qui va présenter son travail de recherche en philosophie de la médecine, qui travaille sur les liens entre la question de la maladie chronique dans l'architecture hospitalière. Quels sont les liens entre chronicité et architecture hospitalière? Est-ce que ça impacte ou pas la forme de l'hôpital? Et puis 2 semaines plus tard, le 23 mars, nous aurons Gideon Boy, qui est un architecte et philosophe belge. C'est une conférence qui a un titre anglais, Design du symptôme, mais il m'a promis qu'il la fera en français. Et qui va notamment parler d'un hôpital que j'adore, qui est le centre psychiatrique Caritas en Belgique, près de Gand, qui est un projet très manifeste dans lequel les architectes ont poussé loin une relation assez conceptuelle aussi entre soins et architecture, jusqu'à envisager une vulnérabilité de l'architecture, voire une architecture qui expose ses traumas. Et donc il y a un projet qui est absolument passionnant. Et puis, un petit peu plus tard, nous aurons Fanny Cérez, le 13 avril, donc architecte spécialiste des résidences pour personnes âgées, qui travaille à Montpellier, qui fait un très beau travail. Et puis, enfin, le 1er juin, Peter Versteg et Catherine Versteg-Cellier, qui travaillent tous les deux en Suisse. Lui est architecte, elle est soignante. Et ils vont notamment nous raconter une expérience magnifique qu'ils ont fait avec des patients dans un hôpital psychiatrique en Suisse de co-construction avec des patients de petites architectures qu'ils ont appelées des folies. Donc ça sera le 1er juin. Et donc aujourd'hui, Jean-Philippe Pierron, je vais vous laisser la parole. Hop. Ça, je peux l'éteindre, on a plus besoin. Moi, je vais me mettre là-bas. Oui. Je peux éteindre ça. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci à vous d'être là. Est-ce qu'il faut que je regarde quelque part ou non? Ici. Voilà. Enfin, moi, je vous salue. Donc, merci aussi de cette invitation. Merci à ce lieu aussi de m'accueillir. Je connaissais le lieu, mais j'y avais pas encore eu la chance d'être y passer. Donc, c'est une très, très, très belle chance. Et puis, en fait, je trouve que c'est intéressant aussi d'être un tout petit peu dérouté parce que je ne sais pas où je m'assois. Donc, en fait, très bien. Hein? Non, ça va, oui. Je me disais, est-ce qu'il faut que je tire un peu plus la table pour... voilà. Ah, bah si en plus c'est mobile, ça c'est le luxe. Voilà. Donc,
en fait, donc je vais enfin, faire ce qu'on m'a demandé de faire. Hein, donc, ce que j'avais proposé, donc, c'est d'intervenir sur cette question de que peut signifier en fait prendre soin des espaces de soins. Mais je le ferai en fait en commençant en fait en essayant de montrer en fait pourquoi cette question du soin des espaces de soins elle nous situe au point d'articulation entre les questions de santé au sens disons classique ou biomédical du terme et les questions d'environnement ou d'écologie. Et donc, alors peut-être en raison en fait du fait que je sois dans ce lieu aussi, en disant qu'il n'y a pas d'écologie psychique, il n'y a pas d'écologie sociale, il n'y a pas d'écologie sociale, il n'y a pas d'écologie environnementale, et on peut redescendre. Et en fait, c'est aussi une manière pour moi de tester l'hypothèse que finalement l'architecture et l'urbanisme et le paysagisme aussi, en fait, sont trois manières d'articuler ce qu'on a du mal à articuler en fait ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, les problématiques de soins et aux humains et la question, disons, pour faire simple, en fait, du soin de la terre. Pour le dire, puisqu'en fait, on est là, que ça tangue un tout petit peu. J'étais tout à l'heure, en fait, au ministère des Finances, en fait, pour la promo des ingénieurs des mines qui partent, donc qui quittent l'école, hein, autour de comment, quand on est ingénieur des mines, piloter la question de l'anthropocène. Et bien d'une certaine manière, c'est la même question pour nous, un petit peu plus en aval, mais c'est aussi qu'est-ce qu'il en est en fait du soin en anthropocène. Et donc je ferai, si vous voulez, j'essaierai un petit peu de le penser à partir de là. Et vous écrivez anthropocène soit avec un C, comme l'âge géologique, ou anthropocène, comme le fleuve qui nous porte ce soir, et ça ira très bien aussi. Je ferai peut-être trois remarques en fait initiales. La première, ce serait de dire en fait que parler de soins, en fait, des espaces de soins, c'est nous inviter à réfléchir sur ce que sont pour nous nos milieux de vie. Et donc ce que sont les milieux humains ou non humains, au sens donc de ce que signifie pour nous finalement habiter, ou pour le dire autrement, comment bien finalement être vivant, c'est être assuré dans son lieu d'être, et peut-être que l'expérience de la maladie, c'est précisément être altéré ou malmené précisément quant à cette question du lieu d'être. Enfin bref, et c'est assez évident dans le cas de la maladie mentale, mais peut-être aussi dans d'autres formes de maladies, et si on accepte cette dichotomie d'ailleurs qui est déjà très discutable, mais comment en fait la maladie, elle peut se penser aussi comme une manière d'être affectée dans sa manière de vivre la présence, d'être possiblement là, ou dans le mal qu'on a à être là, que ça soit dans la prostration qui est la caricature du blottissement, ou inversement dans la figure de l'ultramobilité, dans l'impossibilité à pouvoir être là. Et ce qui est frappant, c'est pour ça que je trouve c'est intéressant qu'on soit dans ce lieu, c'est que cette question des milieux, elle est pensée bien sûr en médecine, et elle est pensée, je trouve, de façon assez bizarre, comme une réactualisation du dualisme âme-corps, selon qu'on l'appréhende du point de vue de la médecine dite somatique, ou qu'on l'appréhende du point de vue de la médecine dite psychiatrique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui me frappe, c'est que du côté de la psychiatrie, dans la diversité de ces modèles, parce que finalement, il y a plusieurs manières de modéliser en psychiatrie, c'est moins évident en médecine dite somatique, hein, c'est de la biomédecine. C'est compliqué, on peut faire la médecine complémentaire, on peut faire la médecine parallèle, mais globalement, la médecine universitaire dite somatique, elle est sous paradigme biomédical. Bref, en psychiatrie, on a une pluralité de modélisation possible, hein, des approches cognitivistes aux approches psychanalytiques, des approches de psychiatrie institutionnelle, Assay, de Dasein Analyse. Enfin, donc il y a une pluralité, et c'est intéressant de le noter. Et de ce point de vue, la psychiatrie a beaucoup pensé la question justement du rapport à la psychiatrie, et la psychiatrie phénoménologique en particulier a beaucoup pensé la question de ce que c'est qu'un lieu, et ce que c'est que l'expérience spatiale, peut-être parce que précisément la maladie mentale, c'est la manière d'attaquer la possibilité d'être là. Hein. Enfin, Bieswanger, quand il relie Heidegger à la question du Dasein, c'est ça qu'il veut dire, c'est qu'en fait, le trouble de la présence, c'est le trouble de la difficulté d'être là. Et en fait, je trouve ce qui est intéressant, c'est que à sa façon, la psychiatrie, en étant attentive à cette question, parce que le malade en psychiatrie est un malade qui ambule,
qui se déplacent et dont la déambulation parfois inquiète. On disait entomate ambulatoire au XIXe siècle pour dire des corps dont la gesticulation n'est pas assez normalisée en fait, est tellement peu normalisée qu'elle est très inquiétante en fait pour les autres, avec tout ce que ça a comme effet de contrôle. Eh bien, la psychiatrie en fait, en étant attentive au fait qu'effectivement on a un type de maladie qui affecte l'expérience en fait spatiale, eh bien, a interrogé le type effectivement d'espace qu'on pourrait déployer pour ça. C'est ce lieu en est un des témoins, un des grands témoins, mais toute la réflexion sur est-ce qu'il faut des espaces en ville, en dehors de la ville, les hôpitaux au village, enfin on creusait cette dimension. Et je trouve c'est intéressant de le noter parce que c'est peut-être ça aussi que la psychiatrie peut apprendre à la médecine somatique. C'est que les malades qui sont dans les hôpitaux plus classiques de médecine somatique vivent aussi un soutien par l'espace ou inversement peuvent être malmenés dans leur expérience même de malade du fait de vivre dans des espaces eux-mêmes extrêmement appauvrissants ou appauvris. En tout cas, donc je m'arrêterai en tout cas un petit peu là-dessus. Et puis, peut-être dernière remarque très générale, en fait, je voudrais faire pour commencer, c'est de dire qu'une partie de mon intérêt, enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais de mon intérêt en fait, pour les questions d'architecture, d'urbanisme et de paysage, c'est que je trouve pour les questions de soins, c'est un lieu de traduction intéressant entre les problématiques, disons, sanitaires et les problématiques, disons, écologiques, pour le formuler comme ça. C'est qu'en fait, si on veut essayer de faire la jonction entre les questions de santé et les questions d'environnement, eh bien, travailler sur le soin des milieux, sur le soin de nos espaces, eh bien, c'est un bon lieu, je trouve, de vérification. En faisant le constat, enfin peut-être que vous avez aussi fait ce constat, je ne sais pas en fait quelles sont vos formations, enfin qu'est-ce que vous portez comme intérêt, comme question, mais moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé en fait quand je lis les avis du Conseil consultatif national d'éthique, c'est que le Conseil consultatif national d'éthique aborde un tas de questions toutes passionnantes, mais c'est toujours humain, 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 jamais l'articulation de l'humain et de l'espace, jamais l'articulation l'humain et le climat, à l'exception d'un tout petit texte lors de la COP 21, qui était une petite lettre en fait que le comité avait fait, mais qui était une lettre en disant on soutient les enjeux de la COP, mais bon. Et en fait donc ça m'interroge beaucoup parce que ça laisserait penser, et c'est ça que je voudrais essayer de montrer, que la question des espaces, en fait, pour le soin, ne sont que des questions décoratives. Que l'espace en soi ne serait pas porteur, ne serait pas soutenant, qu'il n'y aurait pas une portance des lieux, pour le dire dans les mots de la phénoménologie. Et donc, en fait, c'est cette idée que je voudrais essayer de présenter en fait, ce soir. C'est que peut signifier une portance des lieux et en quel sens le soin des espaces de soins c'est une manière d'être attentif justement à ces derniers. Alors, je commencerai donc je le ferai en 3 temps, à la manière des disciplines universitaires qui nous ont dressés comme ça, pour ma génération en tous les cas. Et donc, je commencerai dans un premier temps, je voudrais en fait essayer de creuser avec vous le passage en fait et la tension entre un espace qui serait sécurisé et un espace qui serait sécurisant. En fait, il ne s'agit pas pour moi d'opposer les deux, mais de se demander en fait comment la dialectique du sécurisé et des sécurisants elle traverse l'essentiel en fait des institutions hospitalières dans leur traduction spatiale en tous les cas, en raison en fait de la problématique du risque, de l'expérience possible de la violence et des effets en fait indirects ou directs parfois en fait du trouble. Donc creuser cette dialectique, c'est aussi de se demander dans quelle mesure un espace qui serait soigné pourrait être un espace soignant. Donc c'est cette idée-là que ça sera mon premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, je voudrais essayer de préciser un tout petit peu qu'est-ce que pourrait être, au sens précis du terme, un soin de l'espace et par l'espace. Et donc en l'articulant de ce point de vue-là avec les théories du Caire. Et puis, je finirai dans un troisième temps sur la question de l'habité, du soin et des habitats autour de la problématique de la pluralité des espaces hospitaliers, c'est qu'en fait, de leurs différentes configurations spatiales. Donc, je commence par ce premier point, dans cette dialectique. Donc, comment faire qu'un espace sécurisé soit aussi un espace sécurisant?
c'est une manière en fait ou pour le dire autrement, ça vient bien, c'est assez évident si on pense en psychiatrie de la difficile tension, hein, si je puis dire, qu'il y a entre la contention et la contenance, hein, par exemple, mais ou bien de l'isolement à l'apaisement, enfin toutes ces questions qui sont beaucoup aujourd'hui travaillées en psychiatrie. Donc ce qui est en jeu, c'est effectivement de discuter le fait que les espaces de soins, au sens disons médical du terme, sont pris dans des tensions qu'on peut vouloir présenter comme des dichotomies, hein, ou comme des oppositions, qui le sont parfois, mais qu'on aurait intérêt précisément à reconnaître plutôt comme des tensions que comme des oppositions. C'est-à-dire, en l'occurrence, c'est celle, effectivement, de la problématique du sécurisant et des sécurisés. Je sais que si l'invention de ce type de lieux, elle est liée aussi à la conscience, en fait, de la présence, disons, du malheur, hein, du mal de la maladie, de la violence possible, de la violence de la maladie quand il s'agit du mal subi, mais de la violence qu'on peut déployer lorsqu'on est emporté aussi à l'intérieur de soi par sa propre maladie qui nous met hors de nous-mêmes. Et donc la question de l'espace sécurisé, elle est très très vite en fait portée par cette crainte, effectivement, que cette violence déborde, qu'elle altère, bref, qu'elle ne soit pas mesurée. Et donc l'enjeu en fait du sécurisé, il se tient là, mais ça pose cette question: est-ce que la sécurisation c'est la finalité, hein, de l'espace de soins? Est-ce que c'est sa finalité, et si oui, en quel sens? Et donc ici, je proposerais en fait de dire que peut-être que le sécurisé, c'est la finalité courte du soin, hein, mais que le sécurisant, ça serait sa finalité longue. Et donc, si on le pense comme ça, autrement dit, si le souci, c'est effectivement d'être sécurisant comme horizon lointain en fait du soin, eh bien le sécurisé devient à ce moment-là un objectif, hein, mais pas une fin en soi. Mais dire ça, donc, c'est dire aussi que, donc, c'est prendre au sérieux le fait que la question des espaces ne peut pas se penser uniquement à la manière des géomètres, si je puis dire, même si les géomètres sont très sérieux, hein, mais c'est-à-dire en fait de prendre au sérieux le fait que pour nous l'espace n'est pas pensable uniquement comme une géométrie abstraite, hein, désinvestie de toutes les partialités vécues qui font qu'un espace est un espace. Bachelard, au début d'un petit texte qui s'appelle La poétique de l'espace, hein, vous connaissez peut-être ce texte, hein, il dit que pour les humains ils vivent toujours dans des géométries habitées. Hein, il dit géométrie habitée, ce qui est intéressant, c'est les deux mots. C'est-à-dire qu'en fait, on reconnaît à tort ou à raison les architectes parce qu'il y a quelque part comme une équerre, hein, et puis des manières de tracer au cordeau en fait, les espaces. Mais en fait, ces géométries, en fait, sont tellement impersonnelles qu'elles ne disent encore rien. En fait, donc la question de la géométrie habitée, c'est comment nous sommes, en fait, nous investissons l'espace, en fait, des partialités du sujet, enfin l'espace vécu. Donc c'est pas simplement l'espace construit ou l'espace connu. Et donc quand il parle de géométrie habitée, Bachelard en fait insiste sur l'idée que donc en ce sens-là, c'est une idée assez convenue, enfin générale en phénoménologie, que bien l'humain, donc en fait, n'est pas dans l'espace comme des objets sont dans l'espace. Hein. L'humain est capable d'espace. Hein. Et pour nous, être dans l'espace, c'est l'ouvrir. Hein. Être dans l'espace, être capable d'espace, c'est ouvrir dans l'espace des tensions, hein, qui l'investissent. Avant que nous entrions dans cette pièce, vous et moi, il n'y avait pas de droite et de gauche. Enfin, moi, c'est moi qui la polarise de mon côté. Ma droite est ce côté-là pour moi, et inversement pour vous. Autrement dit, et on pourrait généraliser plus vastement encore nos expériences de l'espace que nous traversons. Nous stylisons, hein, nous le chorégraphions d'une certaine manière, au sens du chora grec. C'est que l'espace, nous stylisons nous avons des styles spatiaux, même si nous ne sommes pas tous des danseurs ou des danseuses. Hein. C'est qu'en fait, nos manières de nous y mouvoir, en fait, disent une manière de rythme, une manière en fait d'ouvrir l'espace. Et donc, qu'est-ce qui se passe justement quand on est malade et que c'est toute cette dimension-là de chorégraphie de l'espace, eh bien, elle est portée, mais parfois en fait, sinon mutilée, du moins contenue, contrainte,
ou parfois même empêcher. Alors, donc, disons, donc ça c'est une remarque très générale. Alors, à partir de là, je voudrais me poser donc la question suivante, qui est comment on en est, enfin, pourquoi en venir à cette idée de valoriser le soin des espaces et le soin par les espaces. C'est-à-dire qu'en fait, comment en vient-on à l'idée que les espaces, pour nous, ne sont pas simplement que des décors, hein, un arrière-plan, hein, ou une boîte sur le fond duquel nous déploierions en fait nos activités, ou sur le fond duquel le geste des soignants en fait pourrait se déployer. Bref, comment en vient-on à l'idée que le fond ou que le décor fait surface, que le fond remonte à la surface, voire bonsoir madame, bienvenue. Bref, effectivement que l'espace fait surface, hein, aux deux sens de l'expression en français, c'est-à-dire en fait il y a à la fois sa traduction en mètres carrés si on veut, mais il y a aussi cette idée qu'il émerge comme ce sans sur quoi il n'y aurait pas d'assise possible, il n'y aurait pas d'être au monde possible. Et donc de ce point de vue-là, à cet endroit donc de l'espace comme assise, l'espace peut faire partie intégrante du soin parce que précisément il nous restitue au sens propre notre lieu d'être. Hein. Nous sommes là. Hein. Et être là, c'est pas être ailleurs. Hein. C'est pour le dire Maldinet quand il traduit Dasein, j'aime bien sa traduction. Hein. Elle est très alambiquée, mais il dit Dasein, ça se traduirait, dit-il, par être le là. Hein. Et quand il dit ça, il dit en fait, on le sait très bien, que pour être présent, il suffit pas d'être là. Quoi. Comme il dit, il faut y être. Hein. Donc être là, ça suppose d'y être. C'est ça la question de la présence. Et la difficulté précisément parfois de la maladie mentale, c'est le trouble de la présence en ce sens-là. J'arrive pas à y être. Bon. Et donc précisément, ce sens du être là, enfin y être vraiment, permet d'articuler les enjeux d'écologie et les enjeux en fait de soins médicaux, parce que ce qui est en jeu, c'est ce que c'est que pour nous un milieu ou un écoumène, l'espace de notre habité terrestre, comme on dit aujourd'hui. Alors cette valorisation en fait du soin des espaces, ceci dit, on peut l'entendre de différentes manières. Et donc on peut l'entendre en trois sens qui sont complémentaires, mais qu'on peut aussi traiter de façon séparée. Et c'est le troisième sens en fait qui m'intéressera plus particulièrement, mais je voudrais mettre au jour ces trois sens. Premier sens tout d'abord, la valorisation de l'espace dans le soin peut s'interpréter tout d'abord sur un mode accessoire. Le second, sur l'idée en fait que le soin serait un surcroît de la pratique médicale. Et puis, dans un sens plus profond encore, il consisterait à dire que soigner des espaces, ça serait le soin lui-même. Bon. Alors, je reviens sur ces trois sens. Le premier, tout d'abord, donc le soin, l'espace considéré comme un accessoire du soin. Ici, en fait, du moins du point de vue de la tradition, biomédicale, hein, ou à partir du modèle biomédical, donc au sens de la naissance de la clinique moderne, hein, pour faire court, les questions en fait spatiales, ils sont finalement assez déconsidérées, ou plus précisément, elles sont minorées. C'est-à-dire qu'en fait, l'espace, il est conçu essentiellement comme mis au service, en fait, du modèle thérapeutique, hein, du projet thérapeutique, telle sorte que l'ensemble des dispositions spatiales et l'ensemble du dispositif spatial, on pourrait le dire, je le dis au sens où Michel Foucault parle ici de dispositif, le dispositif spatial peut servir à soutenir le paradigme biomédical, telle sorte qu'effectivement l'ensemble du corps malade, hein, du corps du malade et du corps malade, est pensé à partir de ce paradigme biomédical, dans une étrange convergence, si l'on peut dire, entre le modèle qui permet la biomédecine, c'est-à-dire qu'en fait le modèle d'un corps conçu comme de l'espace, hein, le modèle en fait de la res extensa, hein, c'est qu'en fait une conception géométrisante du corps, c'est que finalement pour connaître le corps, on a intérêt à le penser comme de l'espace, hein, comme une machine si on veut,
plus ou moins complexes. On peut changer de modèle de machine, hein. Ça va de l'horloge à la machine cybernétique, mais finalement, on a ce modèle en fait mécaniste. Mais en fait, il y a une étrange congruence entre le modèle mécaniste qui prend soin du corps et la conception des corps des bâtiments, qui eux-mêmes peuvent être conçus sur un modèle eux-mêmes mécaniste, telle sorte qu'on a une espèce de va-et-vient ou d'écho entre le corps conçu comme une série d'éléments ou d'organes assemblés, enfin ça dépend à quelle échelle on se situe, donc assemblés comme une machine, et le corps du bâtiment hospitalier qui va les traiter, qui progressivement va se séparer en autant d'organes que nécessaire. Et finalement, on a une division du corps par l'anatomie qui retrouve une division de celui-ci par le traitement segmenté de celui-ci dans les spécialités qui divisent l'espace dans nos hôpitaux contemporains. Donc de ce point de vue, on pourrait dire que le modèle biomédical qui inspire une certaine conception de la construction de l'institution hospitalière, en tout cas de l'espace hospitalier au sens de l'hôpital, bien il est marqué par ce que Simondon appelle l'hypertélie. Alors je ne sais pas si je précise, je précise peut-être ce qu'il faut entendre ce qu'il entend par hypertélie, hein. Mais donc il y a une hypertélie en fait au sens de hypertélos, hein, donc du modèle biomédical, qui relève en fait de ce que Simondon, donc ce philosophe des techniques, appellerait une conception abstraite d'un dispositif technique. Alors j'explique 2 secondes de quoi il est question quand on parle d'hypertélie, hein, et puis situer tout petit peu Simondon, si c'est nécessaire, pour le ouais. Donc, en fait, c'est intéressant de voir Simondon, que c'est un philosophe des techniques, qui a fait sa thèse avec Georges Canguilhem, hein, lequel Canguilhem a beaucoup travaillé autour de Saint-Alban, et donc Tosquel, enfin toute une tradition de la psychiatrie qu'il a hébergé, lui d'ailleurs, Canguilhem, pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il était en résistance, avec cette idée qu'il y a là aussi un étrange écho entre la résistance politique d'un côté et la conception que, Canguilhem se fait de ce que c'est que la normalité comme autonormativité, hein. Et donc en fait Simondon, donc élève de Canguilhem, bien il reçoit en fait les leçons de Canguilhem, mais en fait pour ce qui m'intéresse ici, il les mobilise pour penser ce que c'est qu'un objet technique. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un objet technique venu à maturité, ou au contraire un objet technique qu'on pourrait appeler immature. Ces figures un peu organiques sont un peu douteuses, mais bon. Et en fait, qu'est-ce qu'il appelle l'hypertélie? Il dit en fait c'est le prototype d'un système technique qui n'est pas encore venu à maturité. C'est un système technique très abstrait. Et qu'est-ce qui caractérise un système technique abstrait? C'est que c'est un système technique qui, pour pouvoir fonctionner, est obligé d'imposer ses normes au milieu qui l'accueille afin d'être opérationnel. C'est qu'en fait, alors je prends 2 exemples, pas dans le domaine médical, mais ça permettra de le faire comprendre. Quand on a commencé à généraliser la présence du numérique à l'école, qu'est-ce qu'on faisait? On allait en salle informatique. Et le prototype de la salle informatique, c'est l'espace hypertélique, c'est-à-dire qu'en fait, on a construit l'ensemble de l'espace pour être dévolu à l'utilisation en fait du dispositif numérique. Mais ça supposait effectivement de contraindre l'ensemble de l'espace au bon fonctionnement de la machine informatique. Quand ça devient un petit peu plus mûr, progressivement, le système technique va intégrer les normes du milieu au sein duquel il va s'installer, on va mettre du filaire, et puis aujourd'hui, on a ça, on en a un là, on n'est pas en salle informatique, mais on a malgré tout un écran devant nous. Et donc, en fait, on est passé d'un système technique abstrait à un système technique concret. Ça pose la question de quelles normes des milieux ont été intégrés dans l'usage de ce type de dispositif, hein, et donc, peut-être qu'il n'est pas encore complètement individué, on pourrait discuter. Bon, bref, ce premier exemple, je prends un second exemple. Bon, c'est l'exemple de l'aéroport. Si vous voulez qu'un avion puisse atterrir et décoller de manière à peu près sécurisée, hein, il faut éviter que les avions s'écrasent, donc il faut que la piste soit bien tassée et capable de recevoir les chocs. Il faut éviter qu'il y ait de l'aléa, donc en fait on barricade tout, il ne faut pas qu'il y ait de vivant qui perturbe. Enfin bref, on a un espace qui impose totalement son empreinte à un milieu. Et en fait, hypothèse qu'on peut faire, c'est que finalement, dans le paradigme biomédical, l'espace, il est conçu
à partir de l'hypertélie du biomédical. L'ensemble de ce qui s'y déploie, l'ensemble de la manière de concevoir l'espace, bien doit honorer en tout cas ce paradigme biomédical. C'est ce que je pense au petit texte de Foucault en fait sur les machines à guérir. En fait, l'hôpital conçu comme machine à guérir, il est machine à guérir du point de vue du dispositif en fait du paradigme biomédical. C'est-à-dire qu'en fait, comment on pense les ouvertures, il faut qu'on voit donc la qualité de la lumière. Et la lumière ici, elle est pensée comme du luxe, mais au sens sans E. C'est-à-dire que on quantifie. Il faut que la lumière soit au service du projet thérapeutique. Donc c'est celle de la lumière dans le laboratoire de chirurgie, enfin dans la salle d'opération, ou bien la qualité des lumières dans les couloirs. C'est vrai en fait pour les questions de ventilation, le rapport à l'air autour des problématiques d'asepsie. C'est vrai pour la division des tâches, la division du traitement du corps en fonction des spécialités médicales. Bref, on a ici donc une lecture de l'espace par les fonctionnalités, et donc les interventions techniques doivent trouver dans l'espace un cadre ou pouvoir s'y expliciter sans qualité, si l'on peut dire. Donc ce modèle, il élève la logique analytique propre à l'intelligence biomédicale au rang en fait de piste d'orientation pour construire l'espace. On segmente, on découpe, on sépare, on analyse. Et donc cette fiction d'un espace sans qualité, ça fonctionne tant que précisément le type de maladie ou le type de pathologie qu'on prend en charge honore ou se plie à ce type de contraintes. Dès que ça commence à grincer un tout petit peu, ce type de modèle en fait va dysfonctionner. C'est assez intéressant de voir pourquoi en gériatrie ça fonctionne pas tout à fait, pourquoi en soins palliatifs ça fonctionne pas, pourquoi concernant la naissance, on invente ces histoires d'hôpitaux mère-enfant. Enfin, tous les endroits en fait où le modèle biomédical est contesté, si vous voulez, dans son autorité, eh bien, les problématiques spatiales sont revisitées. On pourrait même aussi voir que la question des urgences aujourd'hui en est aussi un lieu. Intéressant. Mais bref, donc le risque de ce modèle, que court en fait une manière de penser l'espace à partir du souci sécurisant du modèle biomédical, c'est d'avoir un espace qui serait, je continue dans les catégories de Simondon, un espace qui serait très individualisé, et en fait très individualisé parce qu'effectivement, on va prendre en charge telle pathologie en fonction de tel secteur ou tel étage dans lequel on se trouve, très individualisé éventuellement au sens marchand du terme. En fait, vous aurez votre chambre en fonction en fait de votre affectation. Mais en fait, la question qu'on pourrait poser avec Simondon, c'est comment on passe d'un espace individualisé à un espace individuant. Et ça, qu'est-ce que c'est qu'un espace individuant? C'est un espace qui restaure les individus dans leur capacité d'être eux-mêmes porteurs d'espace. C'est qu'en fait, la question de l'individuation, puisque il y a beaucoup travaillé sur cette question de l'individuation, en fait, c'est pas l'individualisation. L'individualisation, donc, elle est une réponse par avance pour chacun dans le cadre d'un programme, d'un type d'espace qui lui serait dévolu. Je prends un exemple idiot, enfin non pas idiot, je prends un exemple. Vous êtes probablement appelé à être admis dans un établissement de gériatrie. Pour pouvoir y être admis, qu'est-ce qu'on vous fait passer? On fait passer des scores de GIR, groupe isonormé ressources, pour voir quel type de dépendance vous avez. Et en fonction de votre type de dépendance, vous êtes affecté à l'étage des très très dépendants, des moyennement. Bref, il y a une structuration en fait de l'espace à partir de ce paradigme quantificateur. C'est individualisant de ce point de vue-là, et donc c'est adapté en fonction du type de pathologie que vous avez. C'est pas encore individuant. Donc ça ne dit rien encore de comment vous allez vivre, vous, comme individu, dans cet espace, qui permettra peut-être, on l'espère ou pas, parce que c'est là que le travail du soin se pose, d'être restauré ou encore instauré dans vos capacités de sujet et dans vos singularités de mobilité spatiale. Et là, donc l'enjeu, on le voit bien, l'enjeu il est extrêmement important. D'où d'ailleurs, je ne sais pas si on en reparlera, on pourra en parler si vous le souhaitez tout à l'heure. C'est un enjeu, majeur à mes yeux en tous les cas, concernant la question de la prise en charge des personnes vieillissantes. Est-ce que vieillir c'est une maladie ou pas?
Et en fait, si on le traite à partir du modèle biomédical, le vieillissement, bien l'EHPAD, qu'est-ce que c'est? Ça sera un lieu de soins au sens du lieu médical. Mais si vous pensez que c'est plutôt une expérience d'un âge de la vie, ben vous allez vous interroger comment faire qu'un EHPAD devienne un lieu de vie. Et donc cette tension entre lieu de santé ou lieu de vie, c'est cette tension finalement entre l'hypertélique du modèle individualisé et l'autonormativité que peut soutenir des espaces en fait pensés comme soignants. Donc, bon, j'étais très très long sur ce premier élément, je serai beaucoup plus court sur les deux autres niveaux. Mais c'est important d'être plus long sur celui-ci parce que c'est celui, d'une certaine manière, qui impose sa langue à nos manières en fait d'investir l'espace dans le champ de la santé. Donc je disais, on peut concevoir donc l'espace comme un décor. On peut concevoir le soin des espaces au-delà du décor comme ce qui vient en surcroît du soin. Alors ici, ce qui est en discussion, c'est comment le soin des espaces, autour de la question de l'aménagement des espaces, métamorphose l'idée d'ornement et de décoration qu'on apporte, ces éléments en fait qu'on apporte aux espaces de soins. C'est que finalement, effectivement, l'ornement, l'ornementation, la décoration, elle viendrait en surcroît du soin médical. L'idée ici, c'est que si ça fait pas de bien, ça peut peut-être pas faire de mal. Et cette question donc décorative, elle suppose une conception très pauvre quand même de ce que c'est que l'ornement. Et là, c'est une question en fait qui est soulevée en fait, notamment par les problématiques en fait des designers, mais qui insiste ici cette dimension en fait sur le statut de l'ornement, c'est comment effectivement qu'est-ce qui se donne dans l'ornementation si c'est pas simplement de la décoration conçue comme un vague correctif à des espaces pensés comme extrêmement programmés, mais aussi très très abstraits. Dans un texte en fait qui est de Pierre Caille en fait qui est consacré au cahier justement de l'ornement, celui-ci en fait insiste pour dire que la richesse des formes, des opérations, des situations ornementales, dessine pour les espaces soignants, une pluralisation des espaces sur lesquels s'appuyer, faire tenir son attention et être soutenu dans sa propre traversée existentielle lorsqu'on est malade. Et donc, il y a tout un travail sur la tradition ornementale dans l'histoire de l'hôpital qui mériterait en fait d'être creusé. Je prends simplement un exemple qui peut permettre de faire comprendre ça. Donc, moi, je viens de Bourgogne, donc j'ai pas le choix. Je prends mes exemples locaux. Donc, au sud de Dijon, donc il y a les hospices de Beaune, qui sont connus par leur vin, à juste titre, mais aussi pour leurs architectures, donc le fameux Hôtel-Dieu. Et en fait, c'est intéressant en fait de regarder ce qui se passe dans cette figure de l'Hôtel-Dieu, parce que alors effectivement, par rapport au modèle individualisé dont je parlais tout à l'heure, on est très loin. Des lits à 3 personnes, des lits, pas des chambres. Donc il n'y a pas de chauffage central, on peut comprendre. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir en fait comment ce sont des espaces qui sont saturés sur le plan en fait de l'ornementation. Saturés de sculptures, de peintures. Alors une partie des peintures ont été enlevées pour être protégées, mais en fait la qualité des tissus, la qualité des sols, dans le contexte de la médecine du XIIIe siècle, donc je veux pas exagérer en fait l'écart, mais ce que ça interroge, c'est comment l'histoire de la fabrique de nos espaces de soins, c'est des histoires d'espaces qui se sont progressivement désornementalisés, au nom du sécurisé, délaissant précisément le fait que l'ornement n'est pas qu'un ornement parce qu'il est soutenant. Quand on regarde ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde le contexte très particulier de la grande salle des malades, elle est, alors, bon, ça interroge c'est un autre enjeu, c'est pas l'enjeu de la discussion de ce soir, mais nos hôpitaux sont plus les hôtels-dieux, donc même s'il y a des hôpitaux qui s'appellent encore comme ça, mais donc autrement dit, les enjeux de sécularisation mériteraient aussi d'être ici en fait discutés, mais c'est intéressant malgré tout de se dire en fait comment le fait qu'il y ait d'un côté une sculpture d'un Christ souffrant à l'entrée de la salle des malades et de l'autre côté
un retable en fait du jugement dernier ou de la vie au-delà, enfin de l'autre côté. Bon, ça ritualise, ça symbolise, et entre les deux, toute la qualité en fait des matières en fait qui sont de belles matières, enfin soutenues notamment par ceux qui sont les donateurs de l'Hôtel Dieu, sont une manière de soutenir le malade ou les malades dans ce qu'ils sont en train de traverser. Donc ça pose la question de comment leur milieu n'est pas simplement donc ici un horizon lointain, mais un soutien en fait possible pour une expérience de traversée de l'hôpital qui est une expérience biographique en fait, puisque la maladie c'est pas qu'un fait biologique, c'est un événement biographique qui fait qu'effectivement quelle biographie possible pour nous-mêmes dans cette traversée qu'est celle en fait de la maladie plus ou moins longue. Je prends un second exemple, plus très rapidement, c'est dans l'hôpital de Genève, pour les malades cérébro-lésés, toute une réflexion qui se fait aujourd'hui sur le caractère extrêmement pauvre des espaces de soins en fait, pour ces malades, des salles blanches, des murs blancs, comment dire, avec parfaitement sécurisés, mais en fait aucune stimulation polysensorielle, les mêmes parfums partout. Et donc, il y a tout un travail sur comment l'expérience des jardins et du jardin thérapeutique, il est conçu comme une restauration de la polysensorialité du monde dans des espaces qui sont au contraire aseptisés au sens propre, mais aussi en fait figurés de ce que ça peut signifier. Enfin, troisième niveau, si vous voulez, pour penser cette question du soin des espaces, on peut considérer le soin des espaces de soins en disant en fond que ces espaces sont des partenaires du soin. Donc c'est pas simplement du décoratif, c'est pas du surcroît, mais c'est du partenaire du soin. C'est-à-dire en fait, ça interroge comment les espaces soutiennent les puissances d'agir des soignants comme des soignés. Autrement dit, ce qui est en discussion, c'est comment l'élaboration en fait des espaces déploie des textures et en même temps un contexte thérapeutique qui précise ce qu'est un milieu soignant. C'est qu'en fait, ce qui est en jeu, c'est comment, effectivement, ce déplacement qui va de l'aménagement de l'espace à son ménagement, fabrique ou élabore des espaces pour soutenir des relations. Alors cette question-là, donc soutenir des relations, donc c'est intéressant parce que c'est une métaphore, architecturale, la question des murs de soutien. Mais donc parler de soutien, donc ça a une signification forte en architecture. Mur de soutènement, on dit aussi, mais qui disent effectivement que il y a une expérience en fait de portance des espaces. J'emprunte cette expression en fait à Emmanuel Saint-Aubert, donc qui était un lecteur commentateur en fait de Merleau-Ponty, et qui en fait interroge comment en amont du dualisme du sujet et de l'objet, de soi et du monde, il y a une expérience en fait qui nous soutient et qui est effectivement le fait de cette assise commune qui s'appelle le monde ou que Merleau-Ponty appelle la chair. Et donc cette dimension de portance, c'est elle qui rend le lieu, c'est le lieu d'un soin possible. Alors, donc à partir de là, l'espace qui nous soutiendrait dit en fait donc il y a une portance du lieu comme il y a une portance d'une aile d'avion, si vous voulez, et se situe donc en amont de la séparation fonctionnelle des lieux et des rôles pour effectivement nous installer en commun dans l'être. Simplement être là. Ça arrive de temps en temps, même si le rythme, ou plutôt la cadence en fait, qui aujourd'hui structure le travail du soin, fait que ce temps-là, ou cet espace-temps-là, en fait, devient de plus en plus fragile, et difficilement reconnaissable dans son importance. Alors c'est cette dimension sur laquelle donc je voudrais m'arrêter et ça me permet d'arriver donc à mon deuxième temps. Ça va pour le moment? Ça va? Oui. Bon. Non, parce que je vous entends pas, donc donc en fait je voudrais m'arrêter donc maintenant sur ce soin de l'espace et par l'espace. Alors je sais pas combien de temps j'ai combien de temps là encore? Parce qu'il est 53.
30 minutes. Oh, oui, ça va, nickel. Ouais, d'accord. Okay. Donc, en fait, donc là, je voudrais ici articuler un peu plus franchement que je l'ai fait précédemment ces questions en fait spatiales entre les problématiques donc de soins, des espaces de soins au sens médical du terme, et disons soins du monde au sens des questions environnementales et donc de ce moment qu'on appelle parfois anthropocène. Je ne sais pas si c'est utile que je traduise anthropocène. Ça va? Vous avez le traducteur automatique. Bon, très bien. En fait, donc on pourrait se poser la question comme ça, c'est finalement quelle éthique et quelle politique pour l'architecture du soin et des espaces de soins dans ce moment anthropocène. C'est qu'en fait, qu'est-ce que ça fait? Enfin, qu'est-ce que la crise ou la transition écologique et sociale en fait aux soins et à la manière en fait que nous avons de le scénariser dans nos élaborations spatiales. Alors, on peut poser cette question alors de manière extrêmement brutale, en observant en fait que les pratiques de l'anthropocène se caractérisent par le fait que ce sont essentiellement des pratiques qu'on dit extractivistes. On considère l'ensemble du monde comme une carrière dont il s'agit d'extraire ce dont il faut extraire. On extrait tout. Cette pauvre scène sur laquelle nous sommes installés, le CAUE un peu plus bas là, du côté du Val, enfin, au sortir de Paris, a fait un reportage photographique sur l'impact des pratiques extractivistes sur le cours de la Seine. Ça fait peur, hein, le nombre de trous, le nombre de bétonisations, enfin bref, je ne développe pas. Mais en même temps, c'est intéressant aussi de se souvenir que quand on parle en fait des responsables des émissions carbone ou de crises environnementales majeures, parmi les activités extractivistes les plus décisives, c'est celles que portent les bateaux qui passent de temps en temps ici, c'est celles qui viennent des cimenteries. Et il y a eu un très beau livre sur le ciment, la matière grise de nos villes. C'est un beau, comment on dit, belle expression, ou une tragique expression, c'est comme on veut. Mais donc qui dit ça en fait, qui dit que comment la réflexion sur nos propres matériaux en fait dit déjà aussi comment prendre soin de nos milieux, c'est aussi une question. Mais donc en fait, penser le soin dans des espaces de soins en anthropocène, c'est effectivement réinterroger ce que signifient donc pour nous nos espaces. Et donc il y a là aussi la philosophie de l'environnement a beaucoup insisté sur le fait effectivement que nos espaces, ce qui caractérise nos espaces, c'est que nos espaces de culture et les espaces hospitaliers en font partie à ce titre. Eh bien, chaque espace se caractérise par le fait qu'il y a ce qu'un philosophe japonais appelle une entente propre avec les milieux. C'est un philosophe qui s'appelle Wasuji Tetsuro, dans un livre qui s'appelle Fudo, et en fait, quelle est son idée lui, globalement, pour le situer, c'est un japonais qui a été élève d'Heidegger, mais qui est rentré ensuite au Japon en se disant mais pourquoi Heidegger a fait, ce qu'il a fait avec le temps, j'aimerais le faire avec l'espace, globalement. Il y a eu un être et temps, lui aurait voulu faire un être et espace, disons, et son livre Fudo, c'est une tentative de faire ça. Et ça l'amène en fait à dire que qu'est-ce que c'est qu'une architecture. Lui, il est très étonné en fait par la forme des arbres, la forme que les arbres ont au Japon et la forme qu'ils ont chez nous, en Europe et en Allemagne quand il la visite. De la même manière qu'il est très étonné par la forme des toits qu'il voit ici en Europe. Ça dépend où en Europe, bien évidemment, parce qu'il y a en fonction il y a des types de toitures sur lesquels je vais revenir dans quelques instants, et ceux qu'il voit, lui, au Japon. Et il dit, et donc, il forge le concept donc d'entente propre avec le milieu en disant que qu'est-ce que c'est qu'une architecture? Elle est la transcription spatiale de ce qu'on a compris de toutes les interactions qu'on a avec son milieu. C'est-à-dire que la qualité des pentes du toit, le traitement de la goutte d'eau, pour prendre simplement cette question apparemment minuscule, eh bien, elle raconte un savoir extrêmement fin des habitats humains avec les espaces et les milieux au sein desquels ils se déploient. Alors, ce qui est vrai en fait pour une goutte d'eau peut l'être pour l'ensemble de la constitution des espaces.
Et donc l'idée donc du Fudo, enfin ou de l'espace conçu comme milieu, donc elle vient dire ça, que finalement le milieu, pensé comme entente propre, eh bien invite à se déprendre de la tentation de croire que l'espace pour nous ne serait qu'une carrière à exploiter indépendamment, ou en tout cas indépendamment de ses effets en fait sur nos propres existences et sur nos cultures. Et donc penser un soin donc des espaces de ce point de vue-là, via les philosophies du soin et les philosophies du care, ça va interroger, ou ça peut interroger justement quelles peuvent être des pratiques de ménagement de ces espaces. Alors, on peut le faire diversement. Alors, je vais le faire. Je le ferai en deux temps. Pour rendre compte de ça, je le ferai en prenant une catégorie en fait qui, j'espère que ça va vous intéresser. Voilà, j'avais un tout petit doute en me disant peut-être que ça va pas les intéresser, mais je vais quand même vous en parler. Et puis en deuxième temps, en reprenant de façon un peu scolaire les thèses de Joan Tronto pour penser les questions spatiales. Sur le premier aspect, une des manières en fait qu'on a de penser les espaces de soins dans leur lien avec l'Anthropocène, il est porté aujourd'hui par tout un type de, disons, à la fois de discours et de pratiques en fait, qui se formulent dans la catégorie ou le concept de responsabilité sociale et environnementale. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes familier de ces catégories. Hein, donc la responsabilité sociale et environnementale. Alors j'ai un peu de scrupule à en parler parce qu'en fait, donc ce qu'on appelle la RSE, je renvoie un très bon texte qui s'appelle Dictionnaire critique de la RSE. Tout ça pour dire, si vous voulez, que ça m'intéresse la RSE, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un discours critique à son égard. Mais cette idée de la RSE, elle consiste à se dire, donc c'est l'idée globalement en fait que comment se saisir de la transition écologique et sociale, eh bien, il faut inventer des méthodes. Alors ces méthodes, elles ont été formalisées autour des problématiques de développement durable, des agendas 21, enfin des objectifs du millénaire, enfin je ne développe pas tout ça, mais c'est vrai aussi, c'est important quand même parce que ça a eu des effets sur la manière de concevoir, ça a des effets sur la manière de concevoir aujourd'hui les hôpitaux ou les espaces qu'on va plus ou moins ou pas labelliser haute qualité environnementale. Je ne sais pas si la Damante est haute qualité environnementale, et si c'est désirable d'ailleurs de vouloir des labels, on en reparlera, mais en tous les cas, ce que ça dit ici, c'est que donc la RSE, elle est, disons, la traduction opérationnelle pour les entrepreneurs et les architectes ou les urbanistes en tant qu'ils font partie d'activités d'entreprise. Donc la traduction opérationnelle, donc de ce qu'on peut comprendre autour de ce qu'on appelle les objectifs de durabilité, de soutenabilité, de transition écologique et sociale. Tous ces mots ne sont pas synonymes en fait, donc je marche sur des œufs en parlant comme ça. Mais donc pour dire, si vous voulez, que je n'ignore pas que quand on parle de RSE, on a plutôt affaire la plupart du temps à une novlangue managériale, celle de la géo-ingénierie, donc qui investit ses protocoles et ses normes dans tous les champs, y compris dans l'architecture, en disant on va aussi faire sur un mode souvent cosmétique et superficiel, une labellisation des espaces à partir justement des standards isonormés. Bon. Donc ça pourrait être ça, finalement. Qu'est-ce que ça serait, une adamante isonormée ISO 14001 ça serait rigolo. Enfin, je sais pas. Ça serait pas dans l'esprit du lieu, disons, je pense. Mais donc je n'ignore pas ça. Donc cette dimension en fait qu'on appelle parfois greenwashing ou storytelling, mais qui questionne en fait comment nous pouvons effectivement faire rentrer notre compréhension de ce que c'est que bâtir des espaces dans une logique qui est très productive, qui est très productiviste en fait, extractiviste et productiviste. Et donc comment changer ce paradigme de la fabrication, si vous voulez, c'est ça qui est en question. Et donc peut-être, hypothèse, qu'une conception profonde, si vous voulez, au sens de l'écologie profonde de la RSE, relue à partir des problématiques justement de la philosophie du soin, peut éclairer ça. Donc ici, ce que ça questionne, c'est comment effectivement un soin des milieux et un soin des milieux de soins peut se rendre attentif à toutes les interdépendances qui font que ce lieu est un lieu. Ici, comment
on vit le rapport à l'eau, comment on vit le rapport aux variations des lumières. Enfin bon, on pourrait multiplier les exemples. Qu'est-ce que c'est que le soin la nuit? Enfin bon, bref, je développe pas. Mais en tout cas, ce que ça indique, c'est qu'effectivement, la RSE ainsi comprise, donc non pas sur un mode, si vous voulez, extraordinaire, mais comme intégré à l'intérieur d'une façon de concevoir le geste de bâtir, eh bien, ça concerne très vite les dispositifs de construction. Qui convoque-t-on pour bâtir? Qui sollicite-t-on, hein, comment les programmateurs des espaces de soins associent-ils ceux qui vivront ces espaces, hein, c'est une vraie question, hein, en fait, on le voit dans les hôpitaux très très souvent. En fait, les programmateurs viennent entendre un tout petit peu et ensuite des demandes, mais un tout petit peu. Enfin, et donc la question c'est comment être associé à la fabrique des espaces. Hein. Bref, donc ça concerne donc les dispositifs de construction, les dispositifs administratifs et fiscaux. Hein, où choisit-on de s'installer, hein, les résidences administratives, des lieux de soins, c'est pas secondaire. Hein, et donc la question donc des espaces, elle est ici majeure. Mais cette question de la RSE, en fait, on peut, je disais, l'interpréter à partir des problématiques de care. Donc, et donc c'est ça que je voudrais maintenant développer de façon plus ample. Je prends ici pour guide quelque chose que vous êtes familier, parce que c'est le 3e séminaire, donc les questions du care vous sont connues sur le bout des doigts, mais je reprends quand même la définition de Tronto, donc de ce qu'elle appelle le care, donc ou le soin. Peut-être qu'il faudrait, d'ailleurs, on en discutera si vous voulez, se demander pourquoi on traduit pas. Ça m'intéresse aussi, ces questions de pourquoi pas traduire care par soin ou par sollicitude. Enfin, il y aurait, c'est en soi une question, mais bon, je laisse ça de côté pour le moment. Mais donc Tronto, donc lorsqu'elle parle de care, j'insiste que ce soit Tronto, autrement dit 2e génération des théoriciens du care, donc qui approche le care dans sa dimension politique, hein, et pas simplement interpersonnelle, hein, même si la dimension interpersonnelle est bien sûr majeure. Et donc elle définit le care comme ça. Hein, c'est, dit-il, au niveau le plus général, dit-elle, hein, au niveau le plus général, une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde. Donc la question de nos pratiques de ménagement des espaces, hein, ou des pratiques de maintenance, hein, puisqu'en fait, on m'a dit ici qu'on maintenait les espaces. Hein, qu'on était responsable d'une forme de maintenance en fait, des espaces. Et donc ce monde, cette maintenance du monde, elle comprend, dit Tronto, c'est la suite du propos, nos corps, nous-mêmes et notre environnement. Tout ensemble d'éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Bien, qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette formule pour l'architecture, l'urbanisme et le paysagisme? Bien, de cette manière, je dirais en fait que cette définition, ce qu'elle a comme intérêt, c'est de redonner l'occasion, une fois de plus, de préciser la tension entre la finalité longue du soin, maintenir, perpétuer et réparer notre monde, hein, finalité longue, donc de la finalité longue du geste d'architecture, hein, comme activité générique. Finalement, cette finalité longue, c'est celle de soutenir notre habitabilité terrestre, finalement, hein, nous permettre d'être des terrestres sur Terre. Hein. Donc, finalité longue, donc, qui est pensée aujourd'hui autour des problématiques de ménagement des espaces, mais articuler cette finalité longue, donc, avec une finalité courte, avec des finalités courtes, c'est-à-dire, en fait, l'ensemble des étapes, les différents plans qui déploient, en fait, une pratique architecturale comme un care architectural ou comme un agir architectural rusé, hein, si on veut. Et donc, chez Tronto, si on veut le faire, je le disais de manière assez scolaire, les 4 moments en fait du care, en fait, elles sont intéressantes à relire de ce point de vue, parce qu'elle dit finalement qu'est-ce qui caractérise d'abord le care, dit-elle, c'est d'abord d'accepter, hein, la question du caring about, hein, c'est impliquer, ça implique, dit-elle, la reconnaissance d'un besoin et de la nécessité de le satisfaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est en jeu, c'est entendre la demande d'habiter. Et comment entendre la demande dans ce que sera bientôt l'expression d'une commande. Et là, en fait, c'est une question qui est redoutable. Hein,
c'est la distinction, enfin c'est la question de comment maintenir vivante la tension dans le champ de l'hospitalité entre l'appel ou la demande et la traduction de cet appel ou de cette demande en question solutionnable. Parce que finalement, on pourrait dire que qu'est-ce que c'est que le soin, c'est une tentative de traduction d'un appel ou de ce qu'on a cru entendre ou comprendre d'un appel à l'aide, j'ai mal, je souffre, en réponse ou en question éventuellement solutionnable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une opération donc de traduction qui consiste effectivement entre les deux à modéliser ce qu'on a compris de cet appel comme susceptible de pouvoir être pris en charge, sinon traité. Et ce travail donc de traduction, il se conçoit effectivement au sens fort du geste de traduction. C'est que traduire, c'est pas trouver un identique. Il n'y a jamais de traduction à l'identique. Traduire, c'est toujours chercher un équivalent. Et donc le travail finalement de traduction de l'appel en une commande explicitable, enfin en un rendu en fait final, c'est un travail de traduction qui, pour une part, en fait, risque une forme de trahison, mais qui d'autre part invente une forme de réponse qui sera singulière et on l'espère individuante. Donc cette dimension en fait première de l'appel, bien, elle prend un nom simple dans le champ du soin. C'est l'hospitalité. C'est l'hospitalité avant l'hôpital, si l'on peut dire. Et donc cette attente profonde, elle évoque aussi l'idée que précisément le travail de l'architecture ou de l'urbanisme, c'est un art de traduire donc une demande en problématique spatiale. Et donc, comment faire que le travail de l'architecte ou de l'urbaniste soit un travail de traducteur? Je disais que c'était un peu rapidement en fait que traduire, c'est pas chercher un équivalent, c'est chercher un équivalent, c'est pas chercher un identique. J'explicite quand même peut-être 2 secondes ce que ça veut dire, parce que je le dis de manière très très rapide en fait. En fait, je dis ça en fait en faisant référence à un texte de Paul Ricoeur consacré à la traduction, dans lequel il dit en fait face à la problème quand on est devant une problématique de la traduction, il y a plusieurs façons de résoudre le problème de la traduction. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai rien compris ce qu'il raconte, puisqu'il parle une autre langue que moi. Première solution, l'invention d'une langue universelle. S'il y en a des langues qu'on n'arrive pas à partager parce que nous sommes chacun pris dans nos langues, eh bien, et si on inventait une langue de toutes les langues, la langue universelle construite à la manière des mathématiciens. Cette langue, c'est la langue isonormée de la gouvernance par les nombres, d'une certaine manière. On va chercher en tout cas à fiabiliser totalement entre ce qu'on a entendu, ce qu'on a émis, et ce qu'on a entendu et ce qu'on a compris, dans une langue construite sur le modèle des mathématiques, une langue sans équivoque. Mais le risque de cette langue, c'est précisément l'appauvrissement en fait, de la pluralité du monde. Donc ça, c'est une première solution. Elle existe, nous vivons dedans, pour une part, puisqu'en fait, ce pilotage, en fait, par les indicateurs, c'est celui qui, pour une bonne part, en fait, structure notre système de soins, y compris dans la manière de penser la volonté d'aménager les espaces. Mais Ricoeur dit en fait, si on rejette en fait ce qui est pour une part en fait une illusion, c'est la question en fait d'une langue totalement construite indépendamment des langues dites naturelles. Il y a 2 autres conceptions de la traduction. Il y a une traduction qui voudrait être une traduction sans perte, la traduction à l'identique. Vous émettez une information ou une demande ou un appel, et on va à l'identique vous proposer sa traduction. Cette traduction comme recherche de l'identique, c'est une illusion. Pourquoi? Parce que Ricoeur dit ça, il reprend en fait l'argument platonicien. En fait, pour être sûr qu'entre l'élément que j'ai à traduire et ce que j'ai traduit, il n'y ait pas de perte, il faudrait un 3e terme qui permette de comparer. Il n'y en a pas. Autrement dit, nous traduisons toujours à l'intérieur d'un milieu, jamais hors de celui-ci, en regardant en fait le passage. Ce qui fait que traduire, ça ne peut être que la recherche d'un équivalent. Alors c'est intéressant pour les problématiques spatiales, parce qu'effectivement, traduire un appel en un projet d'architecture, eh bien, c'est chercher un équivalent, mais n'ignorant pas que, en fait, on corrige toujours une traduction par une meilleure traduction.
C'est qu'en fait, le geste de traduire, y compris dans des formes spatiales, n'est pas un geste en fait qui est une fois pour toutes. Enfin, c'est pas même si la dureté des matériaux donne de la durée, il y a malgré tout une possibilité d'être revisité. Il y a une histoire. Bref, l'histoire des bâtiments, à leur manière, en fait, dit ça. Enfin, c'est intéressant d'ailleurs de le. Ah bon, l'exemple belge que vous évoquiez en commençant tout à l'heure me faisait penser à ça. Il y a le palimpseste en fait de nos espaces dit ça, dit ce réaménagement comme des retraductions possibles. Donc le soin, c'est d'abord accepter d'entendre un appel. C'est majeur, hein, parce qu'on pourrait très bien dire, moi, rien à faire. Donc cette question donc de répondre à l'appel, c'est quand même majeur parce qu'il y a aussi toute la question de l'indifférence hein, qui est derrière ça, ou de la lassitude, hein, ou de l'épuisement. Mais donc cette question du care about, hein, c'est pour Tronto un moment décisif, donc qui maintient la finalité longue, mais il y a ensuite ce qu'elle appelle donc le taking care, hein, donc qui cette fois-ci fait autre chose qu'entendre l'appel, c'est assumer la responsabilité de répondre. C'est que j'ai entendu et en plus je prends en charge, hein, au sens où quasiment de le prendre sur soi et avec soi. Donc assumer la responsabilité donc de répondre aux besoins qu'on a identifiés ou à l'appel qu'on a entendu. Et ça c'est une vraie question. Hein, accepter de répondre, oui. Mais quand on est architecte, quand on est urbaniste, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi nous, hein, mais à quel projet dit-on oui? À quel projet dit-on non? Hein? Et comment on va arbitrer dans ces choix? Et comment on va arbitrer entre nécessité financière hein, d'équilibrer son agence hein, et la visée éthique hein, des propositions qui vont parfois la soutenir ou biaiser en fait cette entreprise. C'est une question difficile. Hein, mais qui est là aussi redit en fait comment la question des spécialisations en fait des architectes parce qu'il y a des architectes spécialisés en fait dans la fabrique des espaces entre guillemets hospitaliers pose cette question-là de quel type d'économie hein, pour quel type d'espace. Troisième moment du care, hein, ce qu'elle appelle caregiving. Hein, donc ce qu'elle caractérise, donc c'est l'idée effectivement des pratiques effectives hein, du soin architectural, qui interroge cette fois-ci avec qui hein, élabore-t-on les espaces, hein, qui sont les partenaires jugés légitimes, qui sont les interlocuteurs qui sont reconnus comme les interlocuteurs valables, et quels sont ceux en fait qu'on considère comme n'étant pas valables. C'est une question, elle aussi, massive. Donc, avec qui? Avec quels matériaux? Avec quel type d'expertise? Hein? Et là aussi, quel type d'expertise? Expertise des savoirs ingénieurs, expertise des savoirs de laboratoire, prise en compte des savoirs expérientiels ou des savoirs d'usage. Quel type? Bref, cette question donc avec qui, elle est extrêmement importante parce que c'est l'enjeu effectivement de l'importance de la reconnaissance des experts sans céder à la tentation de l'idéologie de l'expertise. Et donc, comment pluraliser finalement les expertises sans être dominé par un type de modèle. Alors cet aspect-là du caregiving, elle est donc dispenser le care, hein, effectivement, il est intéressant parce que il va donner des formes spatiales et pluraliser les espaces de soins. Hein, qui font que une unité de soins palliatifs dans son architecture peut ne pas être la même chose qu'un CHU, qui n'est pas la même chose qu'un EHPAD, qui n'est pas la même chose qu'un cabinet en ville. Enfin bref, la variété des espaces en fait de soins, elle est intéressante parce qu'elle est effectivement à chaque fois l'expression d'une inventivité qui a traduit dans une manière de pratiquer le soin ce qu'on a entendu de l'appel. Et puis, donc, cette question du care receiving, donc recevoir le soin, qui attire l'attention cette fois-ci sur comment sont vécus les aménagements spatiaux. Est-ce qu'ils sont ces espaces vécus vivables? Est-ce qu'ils sont soutenants? Est-ce qu'ils sont soutenables? Ou est-ce qu'ils sont parfois invivables? J'ai le souvenir
d'une collègue architecte qui travaille sur ce qu'elle appelle la part sonore de l'architecture. Elle travaille sur les textures sonores des bâtiments. Donc elle est architecte, en même temps elle est ingénieure du son. Et puis elle me racontait en fait pourquoi elle en était venue là. Son premier dessin de jeune architecte sortant d'école, c'était une école justement, une école maternelle magnifique. Le dessin était vraiment magnifique. Elle était contente, quoi. Et puis elle est retournée voir en fait ce lieu avec tous les enfants qui étaient à l'intérieur, une acoustique insupportable. Parce que les belles charpentes en bois, mais bon. Et en fait, elle dit, en fait, c'était intéressant pour moi, ça m'a vraiment formé. Alors c'est banal, mais elle en a fait en fait, comment dire, à la fois une manière de travailler et puis une manière d'enseigner, puisqu'en fait elle enseigne ces questions en école d'archi. Mais ce que ça interroge effectivement, c'est comment sont vécus ces espaces de soins. Qu'est-ce qu'on entend de ce qui se dit de ces espaces vécus et comment on met en place la possibilité d'entendre ce qui s'en dit. Alors ces 4 éléments en fait que présente en fait Tronto, ils sont à la fois intéressants et en même temps, je voudrais dire une petite chose pour terminer sur ce point, c'est qu'il y aurait une tentation, c'est de croire que ces 4 points d'attention devraient être traités comme un programme mécaniquement appliqué, si vous voulez. Le pire qui puisse arriver, ce que dit Tronto, c'est que ces 4 moments du CARE, c'est un processus, c'est pas un programme. C'est qu'en fait, ça dit 4 points d'attention, mais ça n'est pas. Enfin, on pourrait très bien être tenté de dire, bah, finalement, je vais faire du CARE architectural, 4 phases, 4 moments, vous voyez, puis l'appliquer de manière, la randomiser. Quoi. Et donc l'enjeu, c'est, enfin, pour elle en tout cas, c'est de comment maintenir du processuel dans la tentation en permanence de revenir sur du programmé. Bon, je sais pas quelle heure il est là. Si. Je vais peut-être m'arrêter là, parce que je pourrais peut-être dire une dernière petite chose sur en troisième temps, en conclusion. Je sais pas, on a encore le temps ou pas? Oui. Ouais. Parce que donc on ait le temps d'échanger. Oui, mais en fait, je l'ai un peu dit en fait tout à l'heure. En fait, ce que je voudrais dire dans ce troisième moment, en fait, j'avais placé sous la rubrique donc l'habité, le soin et les espaces spécialisés de l'hospitalité. En fait, ce que je voulais simplement ici signifier, c'est que ce qui est assez difficile de cette manière pour les problématiques de care architectural ou de care environnemental ici, dans le cadre en fait du soin hospitalier, c'est comment prendre place dans des espaces qui sont épistémologiquement instruits et formés par un modèle très dominant qui est le paradigme biomédical. Je l'ai évoqué tout à l'heure en commençant. Mais si le soin des espaces en fait relève d'une attention éthique, les espaces de soins, eux, traduisent cette attention dans des dispositifs singularisés, spécialisés, par une technicité. Et la question donc par laquelle j'ai commencé tout à l'heure de dire comment faire en sorte que le sécurisé soit sécurisant revient ici. Comment? Bien, en disant en fait que le souci du sécurisé en fait rappelle que les espaces de soins en fait sont instruits par une épistémologie. Ils sont instruits en fait par des objectivations qui portées par les savoirs, disons biomédicaux au sens très très large du terme. Je le formulerai comme ça en fait pour pas être trop long. C'est que finalement l'expression spatiale des espaces dans un contexte biomédical, ces expressions spatiales sont des théories matérialisées. Ce sont des théories matérialisées. Une chambre d'hôpital, ça se reconnaît tout de suite. Parce que c'est une théorie, c'est saturé de théories matérialisées. On peut en prendre plein d'exemples. Les fermetures, la taille des ouvertures, elles sont pensées pour éviter les problèmes de défenestration, par exemple. Les problématiques, la forme du lit, toute cette question sur pourquoi les lits sont nécessairement à une place, y compris en gériatrie, si on pense pour les... Enfin bref, on en parlera si vous voulez.
sur la question de la vie intime encore dans le grand âge. Bon, bref, c'est des questions là aussi spatiales en fait, hein, pas que spatiales, mais aussi. Et donc, bref, il y a des objectivations donc, qui sont des théories matérialisées. Le lit médicalisé, c'est une théorie matérialisée. Enfin, l'accès à l'oxygène l'est. Enfin, on pourrait lire l'ensemble en fait de ces espaces ainsi. Il en faut bien évidemment, hein, mais comment en même temps faire en sorte que ceux-ci soutiennent les soignants et les soignés. Et en fait, je finirai là-dessus, les configurations spatiales peuvent être l'expression d'une attention, voire d'un soin. Parce qu'à l'intérieur des normes, à la fois biomédicales et des normes de construction, parce qu'il y a les deux, eh bien, à l'intérieur de ces normes, on peut inventer, on peut tenter en tout cas encore d'inventer des façons en fait de restaurer chacun et chacune dans ses capacités. Je prends un exemple. Bon, un exemple que je trouve, quel exemple en fait d'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc à Saint-Étienne, à Lyon, pardon. Un hôpital qu'on trouve sur le bord du Rhône, un autre fleuve. Quand il a été construit, cet hôpital, les gens ne savaient pas par où entrer. Enfin, plus précisément, ils ne savaient pas si c'était un hôpital. En fait. C'est qu'en fait, les gens entraient, disaient, c'est où l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc? Et puis, en fait, on disait, vous y êtes. Alors, pourquoi? En fait, c'est pas parce que la signalétique était mauvaise, c'est parce qu'en fait, ils avaient demandé à une artiste plasticienne de travailler sur la façade, hein, enfin, sur les façades, et en fait, de faire en sorte que cet hôpital soit pas vu comme un hôpital. C'est qu'en fait, c'était briser l'idée que d'entrée de jeu, là, on sait ce qui s'y passe, quoi. Je prends un second exemple. Dans cet hôpital, le choix qui est fait, c'est que les patients, depuis leur lit, puissent voir ce qui se passe dehors. C'est en fait, donc, baisser un tout petit peu je ne sais plus quel est le terme technique, les garde-corps, pour rendre visible. Mais pour quelle raison? C'est pas simplement pour se distraire. C'est précisément la question de la soutenance des espaces, hein, qui fait que, en fonction de si on y passe plus ou moins de temps, bien ce qui se passe par la fenêtre n'est pas qu'une distraction, hein, elle est aussi un appui. Hein. Si vous avez lu le Lambeau de Lançon, hein, Philippe Lançon, hein, il raconte ça quand il est aux Invalides, ce qu'il soutient au moment où il est en train de continuer de se faire réparer son visage explosé, c'est un platane qu'il voit de l'autre côté de la fenêtre, quoi. Bon. Enfin, on pourrait continuer comme ça. Dernier exemple, cet hôpital, non, c'est pas un exemple. Il y a cet hôpital, mais je pourrais prendre un autre lieu, mais cet hôpital, en fait, on ne sait pas qui y mange. Il y a un restaurant qui est fait de telle façon, en fait, que vous pouvez y rentrer si vous êtes étudiant, enseignant, enfin, ou vous travaillez dans le quartier, ou si vous êtes soignant, ou si vous êtes, accompagnant d'un malade, si vous êtes malade. C'est-à-dire qu'en fait, inventer des types d'espaces qui défont le malade, hein, pour faire la relation. Et finalement, ce que je trouve assez, l'ingéniosité, j'allais dire, du Caire architectural, si je puis dire, je m'arrêterai là, hein, c'est cette capacité finalement à penser l'espace quasiment comme des espaces transitionnels, hein, au sens winnicottien du terme, dans lesquels les individus, eh bien, soient défaits de ce qu'on sait déjà d'eux ou de ce qu'on se représente d'eux, pour finalement faire en sorte que l'espace soit l'agora d'une rencontre possible. Voilà, je m'arrête là. Hein. Merci. Merci de votre patience.